Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'ancien chef de l'État, Salou Djibo, a invité les leaders politiques du pays cet après-midi à l'hôtel Bravia pour leur livrer un message. Ce dernier est relatif au processus électoral en cours dans notre pays. Le résumé avec Adam Ousmana et Abdul Nasser Seydou. C'est massivement que les leaders politiques nigériens, quasiment de tous les bords, ont répondu favorablement à l'appel de l'ancien chef de l'État, Salou Djibo. Une invitation à la classe politique du pays pour se pencher sur la situation sociopolitique consécutive au processus électoral en cours. Vous conviendrez avec moi qu'au regard des enjeux et de la situation difficile dans laquelle se trouve notre pays, tous les acteurs politiques et institutionnels doivent résolument œuvrer pour des élections libres, justes et transparentes dans le strict respect de loi. C'est cela l'intérêt du Niger, notre chère patrie. Or, force est de constater que l'évolution actuelle de notre processus électoral, si nous ne prenons garde, laisse présager une crise politique et de lendemain incertain pour notre patrie, le Niger. J'invite tous les acteurs politiques et institutionnels à prendre la mesure de leurs responsabilités devant l'histoire, de leur serment et des conséquences de leur action sur notre pays, sa stabilité politique et la paix sociale. À l'ancien chef de l'État de donner son avis sur la question de nationalité d'un des candidats au présidentiel à venir. Comme nous pouvons le constater, les décisions rendues par la Cour jusqu'à ce jour n'ont pas permis d'établir la véracité de la nationalité d'origine du candidat Bazoum Mohamed. Au contraire, les questions sur la légalité de sa candidature se sont intensifiées et un fort soupçon est né qu'il existe une volonté politique manifeste d'imposer aux Nigériens un candidat. Et pourquoi pas un président de la République aussi. Dès aujourd'hui, j'ai demandé à mon conseil d'introduire une requête devant la Cour constitutionnelle pour que notre haute juridiction nous dise clairement, sans artifice juridique, si le candidat Bazoum Mohamed répond oui ou non à la condition de nationalité d'origine exigée par les dispositions de l'article 47 de notre Constitution et d'en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Les Nigériens veulent et ont droit à la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Face à ce flou juridico-judiciaire, le général Salou Djibo lance un appel aux premiers magistrats du pays. J'en appelle en particulier au président de la République, garant du respect de la Constitution, à s'investir afin que la lumière soit faite sur cette situation, que le droit soit dit et que la paix sociale soit préservée. Car nul ne peut rester indifférent ou neutre face à la gravité de la situation. Différents leaders, tous candidats dans la course au présidentiel, ont à leur tour pris la parole pour saluer cette initiative de l'ancien chef de l'État Salou Djibo, tout en faisant montre de leur souci à préserver la paix et la quiétude sociale dans le pays. Les élections locales tenues le dimanche 13 décembre dernier ont été émaillées de difficultés d'ordre matériel et organisationnel, ce qui a conduit la CENI à proroger le jour du scrutin au lendemain dans certaines localités et communes. À Zander, c'est l'acteur de la société civile Sadat Iliad Malam qui a réagi par rapport à ces irrégularités constatées. Reportage à Ben Salah Moussa, notre correspondant depuis Zander. Retard lors de l'ouverture des bureaux de vote, manque de matériel électoraux, manque de bulletins de certains partis politiques, tels en sont entre autres difficultés relevées
lors des élections tenues le dimanche 13 décembre dernier au Niger. Sur un total de 25 978 bureaux de vote, 340 n'ont pas pu être opérés. Dans la région de Zander, la Commission électorale nationale indépendante CENI a décidé de reporter les opérations électorales jusqu'au lundi 14 décembre au niveau de la circonscription électorale de Gouchi. Selon les explications fournies par la CENI régionale, ces communes n'ont pas pu ouvrir leurs bureaux de vote au regard de l'immensité du territoire, mais aussi des difficultés liées au relief et aux moyens logistiques. La principale difficulté, c'est le déploiement du matériel à temps, ce que condamnent carrément les acteurs de la société civile. Au-delà de ces problèmes, un autre problème logistique qui s'est posé, c'est la rupture qu'on a constatée dans beaucoup de bureaux de vote, dans beaucoup de circonscriptions. On a constaté qu'il y a eu des ruptures des bulletins, notamment le bulletin pour les élections régionales, où ils ont été interrompus au niveau de beaucoup de bureaux de vote. Sur le plan organisationnel aussi, il faut noter que nous avons constaté une certaine négligence dans la formation des agents qui sont chargés de conduire les opérations électorales, notamment au niveau de la CENI, où certaines dispositions ne sont pas bien comprises par certains responsables de la CENI, notamment par rapport à la composition du bureau de la CENI locale. La seconde difficulté est liée à l'immensité du travail. Les imprimeries avaient les difficultés compte tenu de l'immensité du travail à produire dans le délai les bulletins uniques. À cela s'ajoute l'achat de conscience des électeurs selon les acteurs de la société civile. Nous avons aussi observé des tentatives de fraude, des tentatives d'achat de conscience. Il y a des bureaux où des gens sont venus avec des cartes qui ne sont pas les leurs et qui ont tenté de voter. Même ici dans la ville de Zander, au niveau du bureau du MJC, nous avons constaté ces problèmes où des individus bien connus ont tenté, n'est-ce pas, d'influencer le vote en faisant voter des gens qui ne sont pas les vrais titulaires des cartes. Heureusement que les responsables du bureau de vote à ce niveau ont eu la vigilance de déjouer cette manœuvre. Les gens s'adonnent à des achats de conscience au niveau du lieu de vote, ce qui est réprimé par la loi. Donc vraiment, c'est regrettable de constater qu'il y a eu un usage abusif du moins des biens, de l'argent, dans le cadre de ces élections-là. Il faut dire que c'est la première fois que le bulletin unique a été introduit. Ce bulletin unique doit comprendre les logos de chacun des partis politiques ou groupements de partis politiques. Les insuffisances ainsi relevées seront corrigées aux prochaines élections, notamment les législatives et la présidentielle du 27 décembre 2020, selon la Commission électorale nationale indépendante, CENI. À Bermou, dans le département de Dakoro, région de Maradi, des manquements ont été dénoncés par les électeurs et certains partis politiques qui estiment que des manœuvres ont été faites lors de ces élections. Témoignage d'une électrice. Le procès d'intimidation, ils intimident les gens, ils montrent que c'est eux qui ont les forces de l'ordre, c'est eux qui ont le pouvoir parce qu'ils ont le préfet, c'est eux qui ont ceci. Ça ne se fait pas dans la rue. Mais on a beau dénoncer ça, si le président national et international n'est pas au courant, ils ne peuvent pas comprendre. Sinon, quand vous prenez le cas de Lomana, Lomana elle a déjà porté plainte, mais Lomana, elle est à l'opposition, est-ce qu'on va même l'écouter? C'est vraiment la triste vérité. Lomana a battu Kapaya. Mais malheureusement, elle n'a pas eu gain de cause. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, pratiquement, pendant les déroulés? Qu'est-ce que vous avez vu? Je vous ai pris le cas de mon village, là où je suis. J'ai suivi pour mon village parce que j'ai tenu à être au village pour le jour du vote. Mon village, je vous ai dit, il y a eu vote. Mais malheureusement, on a même les photos. Si vous voulez, si vous êtes connecté, on va vous envoyer le PV. On a le vrai PV de mon village, je vous parle d'un seul cas.
Vous allez voir le résultat de notre PV. Maintenant, vous cherchez le résultat de la CENI de Caribéji, le PV de mon village. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Et maintenant, nos représentants, nos délégués, ils sont venus, chacun a fait son commentaire. Oui, les gens savent les résultats, mais ce qui se passe au niveau de la reconstitution, au niveau de la restitution, pardon, au niveau de la CENI de Caribéji, ce n'est pas la même chose. Que les gens nous laissent, que les gens laissent les gens voter. Librement, je dis bien librement, sans intimidation. Que les PV qui ont été faits, ça parte justement fidèlement qui disent ce qui s'est passé au niveau de chaque bureau de vote. Qui fait les gens exprimer leur choix. Mais ça ne sert à rien que les électeurs. Aujourd'hui, les électeurs, ils ont dit qu'ils ne vont même pas voter. Parce que ça ne sert à rien. Tu votes le candidat de ton choix. Et que de l'autre côté, on te dit non, tu n'as pas. C'est comme si tu n'as pas voté. Parce qu'on n'a pas transmis ton choix. Ils s'étaillent à la mesure. Ils ont tout fait pour que le conseil d'électeurs que ça soit mis. Il faut que partout qu'ils aient plus de mails. Et ils ont tout pris. Comment vous allez me dire, par exemple, à Bermo que les 78 000 électeurs, tous les 78 000 sont arrêtés? Comment? Ou que tous les 70 000 sont arrêtés à Grébijo? Comment? On a fait campagne. Dans mon village, la dernière fois, ils n'ont même pas eu 5 personnes. Notre village n'est pas arrêté. Mais écoutez, ils nous ont donné 69 et ils se sont donné 105. Par exemple, c'est bureau de vote là, comment vous allez le qualifier? Vous pensez que ces gens-là vont aller encore voter? Pour que de l'autre côté, c'est leur vote qui est transmis pour s'arrêter. Il faut que ça change. Ils ont vraiment, je ne sais pas aux législatives, parce que les gens ont dit aux législatives là, vous voyez quelqu'un quand il est frustré, c'est même pas ce qu'il dit, et je préfère même pas vous dire ça, quoi. On est l'air allié, mais c'est vraiment dommage. On est l'air allié, à dire que notre parti est allié à Bazoum. Mais c'est vraiment dommage. L'Observateur national Mahaman Bachar s'est aussi prononcé sur le déroulement du scrutin du dimanche dernier. On l'écoute. De manière globale, les élections se sont bien déroulées en termes d'esprit apaisé et les différents partis politiques ont présenté des listes aux différentes élections, qu'elles soient municipales, de conseils communaux ou de conseils d'arrondissement ou de conseils régionaux. Je pense que de manière globale, l'essentiel des partis politiques ont présenté des listes, quoique certains ont été éliminés, dont les listes ont été invalidées par endroits sur l'ensemble du territoire national. Donc, de par l'observation que nous avons eu à conduire, nous avons quand même constaté quelques insuffisances, notamment des retards dans l'ouverture des bureaux de vote. Pour l'essentiel, en tout cas, des bureaux que nous avons visités, l'essentiel n'ont pas pu ouvrir à 8 heures comme indiqué dans le code électoral, ce qui fait qu'ils ont dû décaler l'heure de clôture, puisqu'il faut consacrer les 11 heures légales pour pouvoir valider justement le scrutin. Nous avons noté également l'insuffisance de la présence des représentants des partis politiques, aussi bien en quantité qu'en qualité. Puisque en moyenne, nous avons constaté que c'est autour de 12 représentants de partis politiques. Nous pensons que de ce point de vue-là, les partis politiques doivent faire quand même un effort en termes de recrutement du personnel suffisant pour être présents dans les bureaux de vote en vue de surveiller leur vote. Nous avons également constaté quelques tentatives d'achat de conscience ici et là, mais je pense que c'est à un niveau un peu marginal et que les différentes parties prenantes doivent s'investir pour justement améliorer cet état des faits pour que les votes soient le plus sincères possible, où les électeurs soient tout à fait conscients des enjeux et qu'ils puissent voter selon leur conscience. En tout cas, c'est notre souhait.
Et puis je vous donne lecture de ce communiqué de presse de l'Alliance pour la paix et la République, APR. Le communiqué est ainsi libellé. L'Alliance pour la paix et la République, APR, appréciant l'évolution du processus électoral en cours et se fondant sur la détérioration du climat politique et social observé à la veille d'un scrutin crucial pour l'avenir du Niger, rend public le communiqué dont la teneur suit. Au cours des dernières semaines, la Cour constitutionnelle, juridiction suprême compétente en matière constitutionnelle et électorale, a rendu plusieurs arrêts dont les motivations et les conclusions ont laissé perplexe plus d'un citoyen. En effet, il est relevé de façon évidente par d'éminents spécialistes plusieurs contradictions qui sèment le doute sur la crédibilité et l'impartialité du juge constitutionnel. Or, il résulte clairement de l'article 120 de la Constitution que la Cour constitutionnelle est responsable de la régularité, de la transparence et de la sincérité des élections présidentielles et législatives. Elle est donc garante de la sérénité du climat social et de la paix. C'est pourquoi les contestations sérieuses portant sur l'inéligibilité d'un candidat à la fonction suprême de notre pays ne sauraient être traitées avec la légèreté et la partialité flagrante supposées relevées par l'ensemble de la classe politique et les spécialistes de la science juridique, poursuit le communiqué. Aussi, l'APR tient-elle à rappeler à l'opinion nationale et internationale son attachement à la démocratie, à l'état de droit, à la stabilité et à la paix sociale, toutes choses aujourd'hui sérieusement menacées par les agissements d'une cour constitutionnelle manifestement partisane. L'APR ne pouvant continuer à s'accommoder d'une telle situation faite de déni du droit et qui met gravement en péril la paix et la sécurité nationale, interpelle le président de la République, magistrat suprême, sur son rôle de garant du respect de la Constitution et du fonctionnement régulier des institutions de la République. Sa responsabilité est donc engagée dans cette situation critique dont l'évolution à court terme pourrait menacer le déroulement normal du processus électoral et conséquemment la continuité même de l'État. De même, l'APR lance un appel aux membres de la Cour constitutionnelle afin que, conformément à leur serment, ils respectent la Constitution et les lois de la République dans les jugements de contentieux portés devant elle. En tout état de cause, l'Alliance pour la paix et la République APR se dit prête à se joindre à toute action légale visant à garantir un déroulement normal du processus électoral dans la transparence, la justice, l'équité et le respect strict de la Constitution et des lois de la République. L'APR lance enfin un appel à tous les citoyens pour qu'ils demeurent vigilants face à toutes les manœuvres tendant à saboter un processus électoral normal et une transition politique pacifique que tous les Nigériens appellent de leur vœu. Que Dieu préserve le Niger et son peuple, fait à Niamey le 15 décembre 2020. C'était le communiqué de presse de l'Alliance pour la paix et la République, APR. Dans le cadre de l'élection présidentielle 2020-2021 au Niger, le studio Kalangu donne la parole aux différents candidats pour exposer leur programme à la population nigérienne. C'est le cas d'Intinikar Alassane, candidat du parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa, qui répond aux questions du studio Kalangu. Pourquoi vous avez décidé d'être candidat aux élections présidentielles ici au Niger? Lors de la création de notre parti, on a pris l'engagement devant Dieu et devant nos militants qu'on va se présenter à toutes les élections. Alors, vous pouvez nous décliner un peu quelques axes de votre programme? L'axe numéro 1, c'est par rapport à la justice. Pour une justice juste et indépendante. Nous, par rapport à l'insécurité, nous avons pris l'engagement une fois au pouvoir. On va demander à tous ces troupes étrangères qui sont installées illégalement dans notre pays de se retirer. Partout, vous verrez des petits-enfants sur la route et ce sont des talibés. Oui, oui. Par rapport à cette question, nous avons pris l'engagement qu'une fois au pouvoir, on va créer des internats pour ces talibés-là.
Et leurs enseignants coraniques, dans toutes les régions du Niger, on parle du Niger, le Niger ne se limite pas à Niamey. Et leurs enseignants coraniques là seront intégrés à la fonction publique. Dans tous les villages du Niger, on va faire des barrages. Donc s'il y a l'agriculture, on achète tout ce qui est alimentation des bétails, on va l'acheter auprès de ces agriculteurs pour les donner gratuitement aux élèves. Comment comptez-vous mettre en œuvre tous ces programmes que vous venez de décliner? Qu'allez-vous faire? On va créer un comité de veille. On va donner à tous les peuples nigériens le droit de dénoncer. Car tout celui qui dénonce, il sera récompensé. Une fois au pouvoir, si tu détournes plus de 500 millions, on va te faire une peine de mort. Monsieur le Président, dites-nous, qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats, des 29 autres candidats? La participation aux frais électoraux a été financée par nos propres militants et nos sympathisants. 100 francs, 25 francs, 1000 francs, 100 000, c'est lui qui a sa chèvre ou c'est lui qui a son chameau. Tout ça là, c'est nos militants qui ont cotisé pour qu'on participe aux élections présidentielles. Une fois à la tête de ces pays, qu'est-ce que vous allez faire pour la liberté de la presse? Je suis un journaliste. J'ai été toujours interpellé et incarcéré, injustement. Donc par rapport à la liberté de presse, nous on prend l'engagement quand, une fois au pouvoir, aucun journaliste ne sera arrêté. Et un message à l'endroit du studio Kalangu. Donc nous vraiment, on vous demande de contribuer pour qu'il y ait des élections transparentes dans notre pays, car on est à la veille des élections. Autre aspect de cette édition, suite au retour en vague de la maladie à coronavirus, les autorités nigériennes ont décidé de la fermeture des établissements scolaires à partir du 17 décembre prochain. Une décision qui n'est pas du goût du syndicat national des enseignants de base SNEB. On écoute Alio Hassam Samna, il est le secrétaire général du SNEB. Nous disons, est-ce que cette période choisie, elle est fondée? Puisque nous ne pouvons pas comprendre. Au moment où les campagnes sont organisées, au moment où les populations sont réunies, au moment où les uns et les autres se déplacent en cascade dans les quartiers, dans les départements, dans les régions, que cela ne puisse pas être le facteur fondamental de propagation de la maladie et que c'est l'école qui devrait l'être. Or, nous l'avons dit depuis l'année dernière, que l'école était censée avoir un certain nombre de dispositifs permettant de freiner la maladie. C'est les mesures de prévention, c'est les lavages de mains, c'est les sensibilisations qui ont été menées, qui continuent et qui devront continuer à être menées auprès des élèves. Et vous le savez comme nous que les enfants, en fait, fondamentalement, ne sont pas les grands cibles. C'est nous, les adultes, qui pouvons facilement être victimes de cette maladie. Alors, pourquoi c'est l'école qui est visée? La question, nous la posons toujours. Et pourquoi les marchés dans lesquels fondamentalement tout le monde se retrouve ne puissent pas être des lieux de propagation des maladies? Et pourquoi les politiques peuvent continuer et c'est l'école qui est le premier milieu? Nous disons en tant que syndicat que ces mesures du gouvernement visent davantage à affaiblir les enfants. C'est un coup contre le niveau d'instruction des élèves. C'est un coup contre la qualité de l'enseignement. Et nous disons que les mesures, si véritablement la maladie est arrivée en force, les milieux doivent être graduels. Et les décisions également devront l'être. Mais d'emblée, que ce soit l'école, nous pensons que le gouvernement doit revoir sa politique. Les élèves également estiment que la fermeture des établissements scolaires pour cause de Covid-19 ne constitue pas la solution du moment où les campagnes électorales battent leur plein. On les écoute. Comment ils peuvent fermer les études et les campagnes continuent? S'ils font leur campagne, il y a beaucoup de personnes qui sont sur place.
plus que dans les classes. Les fermetures de l'école, là, nous, ça ne va pas nous arranger parce qu'on est déjà en retard. On devrait faire la rentrée depuis dans le mois d'octobre, mais par le retard, on a rapporté ça jusqu'à 3 fois. Ce n'est pas à l'école seulement que les personnes se regroupent. Même la fois dernière, quand ils ont fermé les écoles, on a encore réouvert ça, mais on a amené des méthodes de prévention, comme le fait de laver les mains. Là, on a amené des pompes dans chaque école. Mais maintenant, il faut faire ça, parce que la fermeture de l'école, nous, ça va nous mettre en retard. Ça ne nous arrange pas parce que vraiment, nous, on veut étudier, alors qu'ils nous laissent travailler. Le fait de rester à la maison, ce n'est pas une bonne opportunité, quoi. Ça n'arrange pas les élèves, donc ils nous fassent une solution, quoi. Après la proclamation de concours d'aptitude à la profession d'avocat qui a eu lieu le 27 et 28 novembre dernier à l'École nationale d'administration ENA, des candidats n'ayant pas été retenus estiment être lésés, ce qui a suscité cette réaction de leur part. Il y a un grand souci parce qu'on a constaté une grande irrégularité dans le cadre des délibérations après le concours. L'irrégularité, en fait, elle résulte de la violation de l'article 9 de la délibération qui organise le concours même, celle qui prévoit une note éliminatoire. Et à la lumière de cet article-là, tout candidat qui aura enregistré une note inférieure ou égale à 5 doit en principe être éliminé. Maintenant, à l'issue des épreuves écrites, on était 3 candidats à avoir enregistré une note éliminatoire, nonobstant le fait qu'on avait obtenu une moyenne inférieure et supérieure ou égale à 10 pour être déclarés admis. À notre grande surprise, ils ont retenu 2 candidats malgré leur note éliminatoire et les ont permis de passer les épreuves orales pour qu'enfin être déclarés définitivement admis. Mais moi personnellement, étant dans les mêmes conditions que les 2 autres candidats-là, ils ne m'ont pas retenu. Le jury avait estimé de repêcher des personnes et le jury a repêché des personnes jusqu'à 9,25 de moyenne. Donc personnellement, moi, on a refusé de me repêcher sous le prétexte que j'ai une note éliminatoire. Alors, il n'est pas du tout concevable de voir des personnes qui ont des notes éliminatoires être déclarées admis et des personnes qui ont des notes éliminatoires refusées d'être repêchées. Voilà en grosso modo tout le problème qui nous oppose par rapport au jury et à l'organisation de ce concours. Donc nous appelons sincèrement à la responsabilité du président du jury et du jury de revoir cette question, puisque le nombre de places même prévues par le concours est de 30. Et actuellement, à l'issue de la délibération définitive, nous constatons qu'il y a seulement 27 personnes qui sont retenues. Donc il y a toujours de la place. Nous appelons sincèrement à la bonne volonté du jury et à la bonne volonté du président du jury de régler cette erreur. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été investi hier à Abidjan pour un mandat de 5 ans. À cette occasion, le consul de la Côte d'Ivoire au Niger a organisé un cocktail hier à l'hôtel Bravia. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Élu le 31 octobre dernier, Alassane Ouattara est investi le 14 décembre à Abidjan comme président de la République. Réjouissance qu'a tenu à partager avec les ressortissants ivoiriens vivant au Niger par le consul à travers un cocktail. Par ma modeste voix, les ressortissants ivoiriens du Niger lui présentent leurs vives félicitations et lui souhaitent un mandat de prospérité et de développement pour la Côte d'Ivoire. Ce quinquennat doit voir l'inauguration du 4e et 5e pont d'Abidjan, l'inauguration du métro d'Abidjan, l'achèvement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Bouaké, de Bouaké à Ferké, l'achèvement de l'échangeur de l'Indénié, de l'électricité et de l'eau potable pour tous les habitants de Côte d'Ivoire. Bref, nous souhaitons sous sa direction une Côte d'Ivoire unie et prospère. Nous demandons à l'opposition de saisir la main tendue par le président et d'aller au dialogue sans préalable. Car le dialogue, a dit le père fondateur, est l'arme des forts. Après avoir salué Victor Akessé pour tout ce qu'il ne cesse de faire au profit de leurs ressortissants, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Burkina Faso et le Niger est revenu sur les bonnes relations qui existent entre le Niger et la Côte d'Ivoire avant de souhaiter une bonne gouvernance au président réélu. Dans cette 3e République que nous entamons, nous prions
Que Dieu continue d'inspirer notre président et de guider la Côte d'Ivoire, qui est le pays phare de l'UEMOA, dont elle représente à peu près 40% du PIB. Que Dieu continue, dis-je, de diriger notre pays et de permettre que la Côte d'Ivoire reçoive et aide également les pays voisins, et que de cette coopération fraternelle, de cette ambiance de vivre ensemble, de bon voisinage, naisse toujours cette ambiance dont les populations de l'Afrique de l'Ouest ont besoin. Donc nous pensons que cette Côte d'Ivoire-là, ouverte, fraternelle, chaleureuse, sera toujours profitable à toute la sous-région et à la République du Niger en particulier. L'éducation, l'infrastructure, la santé, l'énergie, l'agriculture, bref, sur tout le plan, la Côte d'Ivoire a enregistré un développement considérable sous la gestion d'Alassane Ouattara, selon les diplomates ivoiriens. Un nouveau journal dans le kiosque au Niger, il est nommé Tsaro Info, un journal qui traite des questions sécuritaires au Niger et dans la sous-région, une initiative du réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention du conflit RJSPC. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Tsaro Info, c'est le nom du nouveau bulletin trimestriel d'information sur la sécurité et les conflits. Un journal créé par le réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits RJSPC dans le but de publier les informations vérifiées et crédibles sur les questions sécuritaires. Le journal a été lancé avec l'appui financier de notre partenaire, à savoir l'ONG internationale Counterpart. Et il est venu aussi renforcer les capacités de communication et d'information du réseau qui déjà anime une plateforme numérique d'information, à savoir le site web infosécurité.net, qui lui-même a été créé grâce à l'appui de Counterpart international. Le journal Tsaro qui veut dire sécurité en Hausa, a pour mission principale d'assurer un traitement professionnel responsable de l'information sensible, entendez par là information sécuritaire ou en lien avec les thèmes de conflit. En plus de son site web actif, le RJSPC a décidé de créer ce journal pour informer davantage le public nigérien sur tout ce qui concerne la sécurité ici au Niger et dans la sous-région. Et il s'agit de deux plateformes différentes en fait. Le journal, c'est un organe traditionnel, c'est un support presse écrite. Tandis que la plateforme, c'est un canal numérique qui est accessible sur les réseaux sociaux, qui est accessible à travers le lien, à travers un lien. Et puis, bon, voilà. Maintenant, comme je le disais, les objectifs spécifiques assignés à cet organe, c'est surtout d'assurer un traitement professionnel et responsable de l'information sécuritaire dans un contexte où nous savons la complexité de contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne l'information sécuritaire, étant donné aussi la situation sécuritaire très fragile que traverse notre pays. Et pour ce premier numéro, nous avons un journal de 12 pages, et puis il est trimestriel, parlant de sa périodicité, et il est édité en 1000 exemplaires. Le réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits RJSPC est créé en août 2017. Il regroupe en son sein des journalistes des médias publics et privés. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.